C'est l'info, l'invité de la semaine. Nous recevons à présent Roland Lombardi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes historien, connu pour être un consultant et un analyste spécialiste des relations internationales, particulièrement sur la région du Maghreb et du Moyen-Orient, ainsi que des problématiques de géopolitique, de sécurité et de défense. Et eh bien, si l'on vous reçoit aujourd'hui dans cette info, c'est pour parler de la situation autour du Moyen-Orient et tout d'abord, évidemment, l'État islamique qui a perdu mardi 17 octobre la ville de Raqqa, son principal bastion en Syrie après des mois de combat contre des forces soutenues par la coalition dirigée par les États-Unis qui ont transformé cette ville du nord du pays en un champ de ruines. Pourquoi Daesh perd-il du terrain en ce moment même, Roland Lombardi? Alors Daesh, la chute de Daesh était prévisible. On était quelques observateurs à annoncer dès 2014, lors des premières victoires de l'État islamique en Irak et en Syrie, que cela ne serait qu'une question de temps. Après, effectivement, ces derniers jours, nous avons vu la chute de Raqqa, et aussi en Irak aussi, Daesh recule énormément. Mais tout simplement parce que les forces liées contre l'État islamique sont assez importantes. Il y a les forces régionales, Iran, Irak, et puis il y a surtout les parrains, l'Iran, la Russie et aussi, bien sûr, la coalition internationale menée par les États-Unis et la France. Alors la chute de Raqqa, on peut dire que on peut s'en réjouir, bien sûr, mais c'est aussi, pour moi, c'est un peu une victoire latérus, parce que le fond du problème va pas demeurer. Alors, il va demeurer pourquoi ? Parce que Daesh va muter, le terrorisme risque de s'amplifier à l'extérieur de ces territoires, notamment en Afrique, on a vu ces derniers temps, en Asie, et bien sûr en Europe, qui est le ventre mou de l'Occident. Mais et puis même lorsque l'État islamique en tant qu'entité territoriale sera définitivement vaincu, il y aura d'autres mouvements qui risquent de voir le jour. Et puis il faut rappeler qu'Al-Qaïda existe toujours, donc ça va être, c'est pas encore gagné, si on peut dire comme ça. Et surtout, le problème essentiel, c'est qu'il va demeurer encore pour quelques années le terreau de ces mouvements, c'est-à-dire les problèmes socio-économiques, la misère, la déstabilisation dans la région, mais aussi et surtout l'idéologie qui est le plus important et le plus dangereux pour bien sûr les musulmans et aussi pour les occidentaux, et qui est l'idéologie salafiste, l'islamisme conquérant et de combat, et qui est en fait l'idéologie du wahhabisme. Et donc c'est cette maladie de l'islam qui va être le plus dur à vaincre. Et c'est pas gagné, puisque ça passera, à mon avis, ça passera d'abord par un aggiornamento dans l'islam, et ça, c'est une autre histoire. Mmh. Et alors ce que vous êtes en train finalement de nous expliquer, Roland Lombardi, c'est que voilà, même après ces reculs à Mossoul, à Raqqa, eh bien Daesh, en surfant sur des divisions locales, va pouvoir continuer à s'imposer dans d'autres régions du monde. Mais néanmoins, quels sont les moyens réels de l'État islamique actuellement ? Les moyens, d'abord les moyens financiers, on a tous événements depuis quelques années. On sait que il y a eu beaucoup de sommes récupérées par l'État islamique, soit par les impôts, entre guillemets, l'impôt qui était plutôt du racket, les prises de banques comme à Mossoul, avec des millions de dollars tombés dans ses poches. Et au niveau les moyens humains, c'est-à-dire il y a encore, on le voit en Europe, certaines personnes qui sont séduites par le discours idéologique de tous ces mouvements, Daesh, mais aussi Al-Qaïda, et donc ça peut encore poser pendant encore un bon petit moment de gros problèmes. Et alors pour gagner contre Daesh, faut-il mener la guerre sur un seul front ? Les puissances occidentales et régionales impliquées dans le conflit devraient-elles définir Daesh comme leur ennemi numéro un ? Officiellement, c'est pas ce qu'on peut observer, mais tacitement, c'est ce qui se passe. Donc, D'accord. oui.
J'ai toujours dit que l'intervention musclée, l'intervention militaire était nécessaire, mais encore une fois, je reviens, c'est le fond du problème et l'idéologie qui est véhiculée par ce mouvement qui pose problème. Et alors justement, les territoires qui sont en train d'être repris par l'armée irakienne, mais aussi par Bachar el-Assad, quid voilà, de ces territoires? Comment ces terres vont-elles évoluer? Alors, à plus ou moins long terme, il risque de demeurer quelques poches de combat, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui risque de se passer, c'est que certains djihadistes vont retomber dans la clandestinité et lancer des attaques terroristes, comme on l'a vu en Syrie dernièrement, à Damas, ou en Irak aussi ces dernières semaines. Alors après avoir parlé un petit peu de Daesh et de Daesh qui justement arrive dans le nord de l'Irak, la question kurde est finalement revenue sous les feux de l'actualité internationale depuis maintenant 3 ans. Les Kurdes, sunnites à 80%, sont alors apparus comme une des rares forces régionales déterminées à combattre le djihadisme, mais divisées entre mouvements concurrents et entre l'Irak, la Syrie, la Turquie et l'Iran. Leurs voix contradictoires restent difficiles à déchiffrer. D'où vient, Roland Lombardi, la revendication kurde? Les Kurdes, on peut le dire comme ça, se fondent sur la déclaration célèbre, comme quoi un peuple a le droit de disposer de lui-même, puisque c'est un peuple ethniquement homogène, sunnite à majorité, comme vous l'avez dit, pas mal divisé au niveau politique. Mais voilà, c'est des revendications très anciennes et encore une fois, on s'aperçoit que les Kurdes sont de nouveau les victimes de l'histoire et de l'actualité, puisque ils sont les victimes du double jeu, de la lâcheté des grandes puissances qui se sont servis d'eux, justement, comme vous le disiez encore une fois, contre l'État islamique, puisque c'était le fer de lance et les troupes au sol si efficaces sur le terrain. Mais voilà, la réelle politique va reprendre le dessus, car en définitive, personne dans la région et les grandes puissances sont très ennuyées avec ça, ne veulent un Kurdistan indépendant, c'est-à-dire en premier lieu les Iraniens, les Irakiens, le régime de Bachar, les Turcs ne veulent pas d'un Kurdistan indépendant. Et puis, est-ce vraiment la bonne solution pour les Kurdes, puisque c'est un territoire enclavé, et donc c'est pas évident de trouver une solution définitive quand on sait qu'ils sont dépendants de l'eau turque et iranienne, le pétrole aussi, donc c'est délicat. Oui, mais alors toutefois, désormais, donc depuis 2005, le Kurdistan est une région autonome d'Irak qui possède un gouvernement régional dont son président est Massoud Barzani. Et c'est de cette région autonome qu'a été organisé le 25 septembre dernier un référendum historique qui s'est soldé par une victoire écrasante du oui à l'indépendance. On est ainsi face à une succession presque logique d'événements, non ? Oui, alors c'était normal, on peut dire, du point de vue du gouvernement kurde de déclencher ce référendum, vu la publicité qu'ont faite les Occidentaux sur les combattants Peshmerga qui ont aidé à combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Donc c'était une suite logique, mais je pense qu'il va falloir raison garder, et même du côté kurde, et qu'on va rester sous une forme d'autonomie, qu'on n'ira pas jusqu'à l'indépendance. Et on l'a vu ces derniers jours avec Kirkouk, où les soldats kurdes se sont retirés pratiquement sans combattre face à l'armée irakienne soutenue par les milices chiites. D'accord. 25 à 35 millions, hein, c'est le nombre de Kurdes que l'on dénombre sur un territoire donc qui s'étendrait sur un demi-million de kilomètres carrés. Dans le même temps, donc le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien Hassan Rouhani se sont rencontrés début octobre, visiblement pour aller à l'encontre des Kurdes. Pourquoi Turquie et Iran s'allient contre cette indépendance des Kurdes ? Il faut d'abord rappeler que la Turquie et l'Iran sont les deux grandes puissances régionales. L'Iran, on l'a vu ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, est en pleine réussite géopolitique, on peut dire, puisque
tous ces objectifs sont atteints. Ils sont les grands gagnants de la guerre en Syrie et en Irak. À l'inverse, la Turquie, elle, a toujours eu des ambitions géopolitiques dans la région, mais à partir du printemps arabe, elle a eu une politique de soutien, on va dire, pour parler rapidement, de soutien aux rebelles et plus largement aux milices djihadistes, mais face à l'échec flagrant de sa politique et surtout aux gros problèmes internes, je vous rappelle le coup d'État en juillet 2016 à Ankara, elle s'est ravisée et donc a complètement changé sa politique et a opéré un virage 180 degrés en se réconciliant avec la Russie et en se rapprochant de l'Iran, notamment pour ses propres intérêts. Alors en Turquie, évidemment, les choses sont complexes. En avril dernier, les électeurs turcs ont approuvé d'une courte majorité, 51,4%, le projet de révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs du chef de l'État. Ce projet permet au président Erdogan d'envisager de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Plus récemment, le président turc a annoncé le lancement d'une importante opération militaire de l'armée syrienne libre dans la province d'Idlib avec l'appui de l'armée turque. Et dans le même temps, la Turquie entretient de complexes relations, que ce soit avec l'Union européenne qu'elle envie, la Russie et évidemment les États-Unis. Que veut réellement Recep Tayyip Erdogan et que veut surtout la Turquie ? Oui, je rappelle aussi qu'elle fait partie, que c'est un membre de l'OTAN. Et membre de l'OTAN, évidemment. Important de l'OTAN. Et elle veut sauver ses plumes, c'est-à-dire être un interlocuteur dans la région, puisque jusqu'à depuis l'intervention russe en Syrie et l'entrée de jeu de Moscou dans la région, il était en perte d'influence. Et donc c'est pourquoi il y a eu ce revirement de la part d'Ankara pour pouvoir encore une fois essayer de peser sur le cours des événements en s'accordant avec les Iraniens, en ayant des accords tacites avec le régime syrien et bien sûr avec Moscou. Et oui, c'est ce qui explique ce double langage, droit de l'homiste vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident et l'islamiste radical à l'intérieur. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et bon, il ne faut pas se bercer d'illusions. Erdogan a repris en main depuis justement le coup d'État de 2016, a repris en main le pays. Il risque de l'avoir pour un bon moment. Et voilà, donc c'est pour cela que, justement, face à ces problèmes internes, avec le problème kurde aussi, que vous évoquiez tout à l'heure, et sa perte d'influence, il essaye de redevenir un acteur incontournable. Bon, il est quand même arrivé à ses fins, mais voilà, il est très affaibli. On rencontre sa force tout en sachant qu'il est affaibli sur le plan interne et sur le plan régional. Et c'est pour ça qu'on peut observer et assister à ce bouleversement d'alliance, à cette évolution dans les rapports entre les pays de la région. Et alors de nombreuses voix militaires en Turquie indiquent que la Turquie est un pays surmilitarisé et surarmé. Est-ce réel ? Ah oui, l'armée turque est, je crois, la deuxième de l'OTAN. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est une grosse armée très équipée par les Américains, justement. Et solide, c'est une armée efficace. Donc, c'est aussi un des leviers de ces nouvelles orientations diplomatiques. Et au Moyen-Orient, un acteur est de plus en plus présent sur cette scène qui bouge beaucoup. Depuis le début de la guerre en Syrie, la Russie a en effet renforcé son statut international. L'intervention militaire de Moscou en appui du gouvernement syrien. Moscou qui défend tout de même sa base navale de Tartous depuis la fin septembre 2015, ainsi que son rôle dans la relance des pourparlers de Genève en février 2016 et dans le cessez-le-feu qui en a découlé, en sont les deux principales manifestations les plus notoires. Ce niveau d'engagement élevé est tout de même venu contredire l'idée reçue d'un désengagement de la Russie post-soviétique du Moyen-Orient. Ah oui, absolument. Et on peut même dire à l'instant T, à l'heure où on se parle, que Vladimir Poutine est arrivé à réaliser
tous les projets et les rêves géopolitiques des tsars et de l'Union soviétique, puisqu'actuellement, la Russie, au Moyen-Orient comme au Maghreb, a atteint un niveau de leadership jusqu'ici absolument flagrant, quoi. Donc alors cela est dû à beaucoup de points, puisque là je ferai un parallèle avec la diplomatie française. La diplomatie russe, elle n'était pas basée sur des visions idéologiques, elle était basée sur le réalisme, la réelle politique. Et puis, non, elle n'était pas basée aussi sur... bien sûr, la Russie fait de bonnes affaires au Moyen-Orient, mais ce n'était pas basé sur une diplomatie économique. C'était, à mon avis, c'était surtout basé sur... alors là, je rappellerai une phrase de Napoléon qui disait « Les pays font la politique de leur géographie ». Et ben là, je paraphraserai Napoléon en disant que les Russes font la politique de leur démographie. Je rappelle qu'il y a 20% de musulmans dans la population russe et que l'objectif principal, à mes yeux, était de contenir la montée de l'islam politique au Moyen-Orient. Et pour cela, elle s'est appuyée sur des potentats locaux comme Bachar el-Assad en Syrie, comme Erdogan, dans une moindre mesure, puisque Erdogan est un islamiste, mais bon, comme au Caucase avec Kadyrov en Tchétchénie, avec le message clair et compréhensible par tous, et qui était vous gérez vos pays comme vous voulez, mais nous ce qu'on ne veut pas c'est d'islamistes à nos frontières, puisque les frontières de la Russie sont très proches. Et donc voilà, donc basé sur ce paradigme, la politique russe s'est révélée cohérente et surtout efficace. Et en quelque sorte, la Russie a damé le pion ces derniers mois aux États-Unis dans ce dossier syrien et s'affiche donc comme une alternative pour ces pays-là à la vision occidentale des relations internationales. Cependant, voilà, le fait que la Syrie soit active sur le dossier du Moyen-Orient suffit-il à prouver l'existence d'une stratégie plus globale au Kremlin ? Ah oui, clairement, puisque la Russie, en apportant son soutien contre vents et marées à l'ONU, contre les condamnations de la communauté internationale, en apportant son soutien au régime de Bachar, elle a prouvé sa fidélité. Et donc ça compte beaucoup au Moyen-Orient. Une parole, elle a donné sa parole, elle a tenu jusqu'au bout, et donc ça diffère un peu des positions occidentales, américaines et même françaises qui sont souvent contradictoires, incohérentes. Et c'est un des principaux gains de la Russie, puisqu'actuellement la Russie, je le rappelle, parle à tout le monde. Elle est alliée de l'Iran, elle est alliée au régime de Bachar. Dernièrement, le roi d'Arabie Saoudite s'est rendu, qui était le grand adversaire géopolitique dans la région, s'est rendu à Moscou. C'était une visite historique. Des contrats, bien sûr, ont été signés, des contrats économiques. Mais on sent que la Russie devient incontournable. Et dernièrement, on le voit en Syrie avec Israël. Malgré et en dépit des alliances avec l'Iran, le régime de Bachar, on le dit peu, mais les rapports avec Israël sont très bons. Et en quelque sorte, la Russie est devenue le juge de paix de la région. Et encore une fois, c'est un exemple en Syrie, puisque le ciel syrien est russe et Israël se permet de bombarder quasiment, depuis ces quelques temps, quasiment quotidiennement des bases ou des transferts d'armes du Hezbollah en Syrie en toute impunité, parce que les généraux des états-majors se consultent quotidiennement. Le Qatar à présent, Roland Lombardi, le 5 juin dernier, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, mais aussi l'Égypte et le Yémen ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ces 5 pays ont aussi décidé de prendre des mesures drastiques pour isoler leurs riches voisins de 2,2 millions d'habitants qui se targuent de jouer un rôle régional et d'avoir été choisis pour organiser le mondial 2022 de football. Où ces tensions trouvent-elles leurs racines ? Alors, ce qui est un peu croquignolesque, pour y employer un mot à la mode, c'est que lorsque l'Arabie Saoudite, qui est à la tête de
des pays qui ont condamné le Qatar en juin dernier accusent le Qatar de soutenir le terrorisme. C'est un peu comme le chameau qui se moque de la bosse du dromadaire, car on sait que l'Arabie Saoudite est le phare du totalitarisme islamiste sunniste, un des régimes les plus autoritaires, les plus obscurantistes et les plus rétrogrades au niveau religieux et sociétal dans le monde. Et donc ça fait, si c'était pas aussi dramatique, ça ferait sourire. Mais on en parle peu, mais ce qui s'est passé, c'est que le Qatar était très influent, notamment au début des printemps arabes, en soutenant les frères musulmans en Syrie, en Tunisie, enfin dans tout le monde arabe. Mais lorsque les Qataris ont été plus malins, puisqu'ils ont compris que dès l'intervention russe en Syrie, ils avaient perdu la partie. Donc eux, dès septembre 2015, ils ont compris qu'ils n'avaient pas les épaules pour jouer un rôle géopolitique et se sont consacrés à organiser notamment la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde du foot en 2022. Et aussi essayer de redorer son blason dans les opinions publiques occidentales qui avait été détérioré. Donc ça fait déjà un petit moment que le Qatar, lui, est sorti du jeu et a changé sa politique, comme je le disais tout à l'heure pour la Turquie, a changé sa politique depuis donc 2015. Ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, c'est que, alors, là aussi on n'en parle plus, mais à mon avis, les sanctions qui sont faites par le qui est clairement basé sur, là aussi, un revirement total de la politique saoudienne de ces dernières années et de ces derniers mois, et qui est une lutte contre l'idéologie radicale et l'islam politique. Alors là, il le fait notamment lui aussi par son échec, comme la Turquie et le Qatar, son échec de sa politique au Moyen-Orient. Il le fait aussi sous une pression inédite de la nouvelle administration américaine de Trump qui est quand même en pointe dans ce domaine-là. Et il le fait surtout aussi pour sa propre survie politique, puisque ces mouvements représentent un danger pour le régime saoudien. Et c'est pour cela qu'on voit cette évolution, cette inflexion des Saoudiens aussi dans la région. Mais bon, pour en revenir à la crise du Qatar, c'était surtout pour donner des gages justement à Washington, je pense, et puis pour essayer aussi de reprendre un peu de leadership perdu pour les Saoudiens au Proche-Orient. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin et que ça finira sûrement comme dans un spectaculaire banquet de réconciliation, comme on en a créé les riches de zone du Golfe, et tout ça sous la houlette de Washington. Alors justement, vous évoquiez il y a quelques secondes l'Arabie Saoudite, créée en 1932 sur une alliance politico-religieuse inédite. L'Arabie Saoudite est méconnue de l'Occident, vous le disiez, et elle suscite fantasmes et inquiétudes. Le nouveau roi, donc Salman, investi le 23 janvier 2015. Il n'est pas encore roi, hein. Il va devenir roi, mais il n'est pas encore roi. Ah, toutes mes excuses. Alors ce futur roi donc a proposé il y a quelques mois le plan Vision 2030, un plan qui a pour objectif de privatiser, de diversifier, d'ouvrir l'économie de l'Arabie Saoudite. Quels sont les atouts économiques pour sortir du tout pétrolier ? Alors c'est ça le gros problème. Alors, c'est un plan ambitieux, mais certes, il y a des réformes qui ont été engagées, mais ça a du mal à se mettre en place. En fait, la volonté du futur roi est de sortir du tout pétrole et donc en diversifiant l'économie saoudienne. Alors, elle a des atouts. Il y a un fonds, je trouve plus le mot, un fonds créé aussi par le prince. Qui représente des milliers de millions de dollars, donc c'est quelques atouts, mais c'est là aussi c'est une révolution économique qui peut avoir des répercussions au niveau social, puisque il y a aussi une volonté de changement complet de chez les femmes, l'habitude sociologique saoudienne
et c'est pour cela qu'il y a quelques tensions en ce moment sur le territoire saoudien. Et oui, le droit des femmes évolue. Celles-ci ont pu voter il y a un an aux élections municipales. Elles peuvent désormais conduire. L'Arabie Saoudite souhaite donc se moderniser et s'ouvrir donc également à la jeunesse en quelque sorte. Ah, tout à fait. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est clair que le prince Salman veut changer les choses. Donc, encore une fois, parce qu'il a la pression américaine dans ce domaine-là, mais c'est aussi parce que c'est pour sa propre survie politique. Alors, en ce moment, là encore, on en parle peu, mais il y a une véritable nuit des lions cimetières à Riyad, puisque les émirs les plus influents et les plus dangereux et qui ont souvent été les financiers secrets de certains groupes plus ou moins dangereux sont mis sur la touche, exécutent, on va dire, ils disparaissent, ils sont mis en résidence surveillée, donc il y a une grosse répression qui a lieu en ce moment. Et puis il y a aussi, dernièrement, il y a eu 1 millier d'imams radicaux qui ont été arrêtés. Donc il y a une réelle volonté de changement. Mais encore une fois, ce ne sont pas pour les beaux yeux de l'Occident, c'est surtout pour sa propre survie politique, parce qu'il sait très bien au niveau économique qu'il faut sortir du tout pétrole, et au niveau géopolitique, avec encore une fois l'influence iranienne et surtout russe, qu'il faut montrer patte blanche et peut-être mettre fin à cette politique qui date depuis la fin des années 60, qui a été très, très néfaste pour le monde arabe dans la région. Et bien voilà, le chemin est encore long et plus globalement le Moyen-Orient bouge et bougera encore pour les prochaines décennies, n'est-ce pas Roland Lombardi? Merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes donc historien, spécialiste de la zone du Moyen-Orient. À très bientôt dans C'est l'info. Merci.